Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langue. Depuis 1978, nous sommes le label qualité de référence pour les organisateurs de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. L'UNOCEL, c'est bien plus qu'un label, nous sommes aussi un espace d'échange, bien évidemment pour nos adhérents, nos organisateurs labellisés, mais aussi pour vous, auditeurs, pour vous accompagner dans tous vos projets liés au séjour éducatif. Alors, dans cette nouvelle série, nous allons vous proposer de découvrir des outils, des dispositifs et des conseils pratiques pour vous aider à concrétiser vos projets. Aujourd'hui, nous recevons Julie Carbonnier, directrice du groupement d'intérêt public La Trousse à Projets. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter La Trousse à Projets et nous expliquer pourquoi cette plateforme a été créée? Alors, tout à fait, la Trousse à projet, donc c'est opéré par un groupement d'intérêt public. Ça a été initié et créé par le ministère de l'Éducation nationale en 2017, avec en partenariat l'Office central de la coopération à l'école, la fédération OCCE, Réseau Canopé et un fonds de dotation pour une école solidaire et innovante qui permet d'articuler une politique de mécénat. Ça a été créé pour plusieurs raisons. Un premier point, c'était de régulariser les pratiques financières au sein des établissements scolaires et des écoles, en offrant à tous la possibilité d'avoir un outil éthique, sécurisé, réglementaire, qui respecte les flux de la comptabilité publique pour lever des fonds et cofinancer le projet pédagogique porté par des enseignants et les élèves. Ça a été aussi créé dans une perspective d'égalité des chances pour donner à tous les moyens de financer le projet pédagogique qui est impulsé au sein de l'école ou de l'établissement scolaire. C'est une plateforme de financement participatif. Je ne sais pas si on l'a dit. Tout à fait, non, moi, je l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est l'objet du groupement d'intérêt public, c'est d'encourager la pédagogie de projet, notamment à travers le déploiement d'une plateforme de financement participatif qui est du coup l'outil mis à disposition de tout personnel de l'éducation nationale, mais également aussi des lycées agricoles, pour faire des collectes et cofinancer le projet. Quand vous dites tout personnel de l'éducation nationale, ça veut dire que ça concerne aussi bien les établissements publics que privés? Privé sous contrat d'association avec l'État, public et tout personnel dans la mesure où vous êtes secrétaire général d'établissement, chef d'établissement, directeur, documentaliste, enseignant. Vous pouvez déposer un projet sur la plateforme. Aujourd'hui, quand un enseignement ou un établissement souhaite lancer une collecte, il doit constituer un dossier qui est assez complet, description du projet, objectifs pédagogiques, budget. Comment ça se passe à cette étape? On essaie de penser la plateforme par et pour les profs. Donc, on la co-construit, on l'améliore à mesure des retours d'expérience et des témoignages des utilisateurs. Donc, c'est vraiment centré sur une vision usagée du service public qu'on propose. Donc, l'idée, c'est à travers un mail académique, vous pouvez vous inscrire en tant que porteur de projet, vous déposez votre projet pédagogique, qui a reçu les validations hiérarchiques si besoin est, et celles qui sont réglementaires. Ensuite, vous faites la description du projet qu'on veut assez synthétique. C'est pas, il n'y a pas plusieurs pages de description narrative. C'est quelque chose de court. On veut savoir qui sont les élèves bénéficiaires, quel est le programme du projet, son déroulé, ses échéances, son budget. Donc c'est assez succinct, c'est connaître le coût total, la participation des familles, et après, deux objectifs de financement, un minimum, un optimum. Le minimum permet de réaliser le projet, et l'optimum, c'est une forme de bonus. Donc, vous avez deux Ok. paliers euh, à atteindre ou pas. L'idée, c'est d'atteindre l'objectif minimum, qui, étant la condition de réalisation du projet pédagogique, doit être atteint, de fait. Et ensuite, on verse la somme collectée à une structure réceptrice au sein de l'EPLE, donc du collège, du lycée, ou de l'association qui gère la coopérative scolaire. Donc il y a une liste de structures qui peuvent recevoir les fonds, qui est dans le giron de l'éducation nationale. La durée de la collecte, elle est de combien de temps? 60 jours en moyenne, mais on a des collectes très courtes. Ça dépend. En fait, la collecte ne peut dépasser la date de réalisation du projet. Donc, après, c'est un choix du porteur de projet. Il y en a qui préfèrent avoir des collectes courtes pour se concentrer sur un temps restreint, d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps, sachant que quand il y a les vacances scolaires, il y a beaucoup moins de dynamisme pour la collecte et donc, il faut réussir à s'intercaler.
Faut bien choisir son timing, en fait. Tout à fait. Et si l'objectif du budget minimum, il n'est pas atteint, qu'est-ce qui se passe? On rembourse les donateurs automatiquement. Ok. Et même si la durée de la collecte, elle est pas finie, en fait. Non, il faut, en fait, à l'issue de la durée de collecte, Mhm. et si l'objectif minimum n'est pas atteint, alors, comme l'objectif minimum, c'est la condition de réalisation du projet, si l'objectif D'accord. n'est pas atteint, alors on considère que le projet ne va pas se réaliser et on rembourse les donateurs. Sauf contre-indication de l'enseignant qui porte le projet et qui nous dit qu'il a eu des fonds autrement que par la plateforme. Nous, le but, c'est de faire réussir tout le monde. Donc, on s'adapte et on est à l'écoute de ce que nous disent les porteurs de projet. Et qui sont les donateurs sur ce type de demande? Les donateurs, il y a différents cercles de donateurs. Les parents d'élèves, c'est évidemment les premiers relais Mhm. de la collecte, mais l'idée justement, c'est de permettre aux enseignants qui souhaitent financer leur projet d'élargir le cercle des donateurs, sachant que les premiers contributeurs d'un projet sont les parents d'élèves. Forcément, ouais. Donc, on leur conseille de prendre appui sur les parents d'élèves, pas nécessairement pour donner, mais pour diffuser le lien de la collecte auprès de leur entourage, des entreprises dans lesquelles ils pourraient travailler. Après, il y a toute une stratégie qui consiste à aller voir les commerces de proximité. À Mhm. savoir qu'on a 36% en 2025 des projets qui ont reçu le don d'une entreprise. Le don moyen est de 300 euros et Ok. 75% de ces entreprises sont dans le même département, 50% dans la même commune. Donc on est vraiment sur des logiques de proximité et de synergie territoriale. Tous les projets soumis sont relus avant publication. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en priorité, sur les projets proposés? On regarde si ça correspond bien à la charte de la trousse à projet, puisqu'on a une charte qui est enfin, contraignante dans la mesure où on se doit euh, de préserver des valeurs de laïcité, les valeurs de l'école en général, et de voir si la présentation du projet est satisfaisante et relativement convaincante pour après la publier et aller démarcher, trouver des donateurs. Puisque quelque chose de trop synthétique, sans narratif, ça va être beaucoup plus difficile de se projeter pour un donateur, même s'il connaît l'école, s'il connaît l'enseignant, il connaît l'élève, c'est moins convaincant. Donc on vérifie, il y a une forme d'audit qualité assez léger, mais qui existe. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes combien de personnes pour relire tous ces projets, pour modérer les projets? On est deux. D'accord. Très bien. On est deux. Alors, le groupement est une très petite structure. On est divisé en deux services. Donc, il y a deux personnes dans le service financement participatif qui s'occupent de la gestion de la plateforme. Moi, j'y travaille, j'y contribue également. Et on a une personne qui est responsable de la communication, qui travaille aussi à cheval sur les deux services, mais elle n'est pas sur de l'opérationnel pur. Ok. Et sur l'année, en général, vous recevez combien de demandes? Donc là, on est en progression constante Hmm. depuis 2017. En 2025, on a publié 3400 projets et il y en a 2400 qui ont réussi leur collecte. Parce que tous les projets qui sont publiés en fin d'année civile réussissent ou pas sur l'année Hmm. civile suivante et comme D'accord. on exécute en année civile, voilà. C'est beaucoup de projets relus pour deux personnes. Oui, c'est un gros ratio, mais ça concerne à peu près 5% des établissements scolaires en France qui ont utilisé la plateforme. Et on a une très grande proportion de nouveaux établissements chaque année. On a très peu, on a que 12% d'établissements qui font plusieurs projets ou qui refont un projet les années suivantes. Et en quoi le financement participatif il est particulièrement adapté au voyage scolaire et aux projets éducatifs de manière générale? C'est un vecteur de cofinancement, euh, comme d'autres. On sait aujourd'hui que le contexte budgétaire est resserré, que les subventions publiques sont moins abondantes que précédemment. Donc la générosité publique, c'est un vecteur de dynamisme local et en parallèle de diversification des recettes pour financer le projet pédagogique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'était aussi une notion d'égalité des chances. Donc j'imagine que ça contribue à réduire certaines inégalités entre entre des établissements de territoires différents.
Tout à fait. En fait, on a une politique de solidarité qui est destinée aux établissements situés en réseau d'éducation prioritaire, en zone rurale isolée ou en lycée professionnel, où on lève des fonds d'entreprises et de fondations nationales, selon différents critères, qu'on redistribue à des projets éligibles sur la plateforme. Et qui dit financement participatif dit contribution. Donc les contributions aussi, elles participent à cette intégration des élèves dans le projet. Hmm. Tout à fait. Dans la mesure où c'est un cadre juridique extrêmement strict, le mécénat, les contreparties sont nécessairement symboliques, désintéressées et présentent une disproportion marquée entre le montant du don et ce qu'on offre. Donc les contreparties, elles ne peuvent être que symboliques. Donc effectivement, des cartes postales, des comptes rendus, des mails de remerciement, des invitations à des inaugurations selon le montant du don. Et la plateforme, D'accord. elle a aussi été conçue pour ça, pour sécuriser les relations école-entreprise dans la relation partenariale ou financière, pour pas qu'il y ait de disproportion dans les accords locaux. Nous, on l'encadre et on le sécurise juridiquement, ça. Et est-ce qu'il y a un montant minimum de dons sur la plateforme? C'est 5 euros minimum par carte bancaire ou virement, mais il n'y a pas de maximum. On a dit que l'optimum, il était à combien déjà? 5 000 et quelques, c'est ça? En collecte, oui. Essaye de plafonner à 5 000 les objectifs optimum, ce qui est déjà très ambitieux pour une collecte dans un établissement local, territorial. Mais après, on a des dons parfois extraordinaires, de 6 000 à 7 000 euros d'une entreprise locale. Et là, j'ai Ok. récemment un enseignant qui m'a appelé et sa collecte a été financée en très grande partie par des dons d'entreprises d'anciens élèves qui voulaient le remercier. Et c'est un directeur d'école, donc Ah, c'est c'est beau. ouais, des anciens élèves qui sont grands. Enfin, ils ont Hmm. quitté l'école primaire depuis 20-30 ans. Et sur toutes les campagnes qui ont eu lieu, notamment en 2025, vous avez dit 3 400 projets qui ont été déposés sur la plateforme. Qu'est-ce qui fait qu'une campagne fonctionne bien? Quels conseils on peut donner pour qu'une campagne fonctionne bien? Le premier conseil, c'est de s'y prendre en amont de la publication. Parce que si on commence à en parler de la démarche, euh, le moment où le lien est publié sur la plateforme, on perd du temps, entre guillemets. Donc, c'est de sensibiliser, de ne pas être seul, parce que c'est très chronophage, c'est long. C'est long de trouver les donateurs, de communiquer, parce que c'est qu'une stratégie de communication. Hmm. Ça peut être aussi convaincre les gens, les donateurs, d'une part de la démarche de financement participatif, d'autre part de financer le projet. Après, tous les dons ouvrent droit à un crédit d'impôt selon la réglementation en vigueur, puisqu'il s'agit de mécénat dans ce cadre Hmm. juridique. Mais c'est oui, les deux conseils que je pourrais donner. S'y prendre en avance et trouver des appuis pour pas le faire seul. Et les élèves, ils participent à ce montage de campagne? Ils peuvent. On a une très grande proportion d'enseignants qui me disent avoir impliqué les élèves dans le projet. Alors, pas tout le temps dans le fait d'abonder la collecte, Hmm. mais plutôt dans la rédaction du projet. Parce que techniquement, créer une collecte sur la trousse à projet, c'est un petit projet pédagogique dans le grand projet pédagogique qu'il se trouve. Oui. Puisque la collecte, bon, déjà, faut comprendre la logique de crowdfunding, de financement participatif. Faut rédiger le projet. Faut après, j'ai des enseignants qui leur font rédiger les flyers ou les mails d'adressage, Hmm. qui leur expliquent le système, voilà. Et après, il y a des enseignants qui emmènent leurs élèves pour aller pitcher et convaincre des entreprises locales de donner pour la collecte. Effectivement, c'est un bon outil pédagogique dans l'outil pédagogique qu'est le voyage au final. Une mise en abîme. Et qu'est-ce que c'est l'erreur la plus fréquente sur une collecte quand vous la modérez, par exemple? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est mal complété? Qu'est-ce qui est mal compris? Généralement, le retour qu'on a, c'est si j'avais su, je m'y serais pris en avance, Oui. beaucoup plus en avance. Parce qu'on a une nouvelle règle, entre guillemets, pour assouplir le fonctionnement. C'est que si on n'atteint pas son objectif minimum, mais que la date de réalisation du projet, c'est dans 6 mois, en fait, la collecte, elle se prolonge automatiquement D'accord. pour donner le temps, parce que tout le monde n'a pas le même temps, enfin, c'est quelque chose de très, très variable, Mm. très subjectif. Donc, c'est souvent la notion du temps. Sur la rédaction, on a quelques petits écueils sur des confusions dans les compétences de l'État, des collectivités ou du privé, dans le financement, par exemple, de matériel pédagogique ou d'aménagement, qui relèvent parfois de la compétence obligatoire de la collectivité territoriale ou de l'EPLE ou de l'État.
J'ai cru voir qu'il y avait un guide bien complet sur votre site pour savoir comment remplir un appel à projet et qu'il y a des notions importantes aussi au niveau des visuels sur les enfants, le droit à l'image notamment, mais aussi le format de la photo. C'est des choses qui sont aussi qui doivent attirer l'œil, j'imagine, sur le site. Oui, on a fait plusieurs guides par typologie d'usagers et avec des porteurs de projets, enfin des usagers, pour les rendre concrets et outillants. Sur le droit à l'image, c'est parfois compliqué d'avoir le consentement et les attestations de droit à l'image de tous les élèves. Donc on conseille, on a des petits outils de prendre les élèves de dos, les mains, de leur mettre des masques ou de prendre l'établissement en photo. Effectivement, c'est la vignette du projet, donc c'est ce qui attire l'œil. Après, on a des collectes, enfin des projets parfois qui sont écrits de façon extrêmement sommaire, où la photo est floue, mais ils ont collecté tout en 10 jours. Donc ça montre bien que c'est pas tellement la qualité de la page de présentation qu'on surveille quand même, mais la démarche en amont et pendant. Et s'ils ont réussi à convaincre autour d'eux. Ok. On va aborder un dernier point. C'est un exemple de projet, une histoire, vous, qui vous a marqué plus particulièrement. J'en ai plein. Depuis 2017, il y a 10 000 projets pour 10 millions d'euros levés à peu près. Donc, des projets, on en a vu passer. J'en ai plusieurs. J'en ai un qui est très chouette. C'est un directeur d'école à Paris, dans le 15e. Ça fait, je pense, depuis la création de la trousse à projet qu'il l'utilise. Il fait des collectes très courtes qu'il réussit à chaque fois. Il a le même projet tous les ans. Il emmène toute l'école et tous les parents d'élèves à la mer en fin d'année. Les parents en plus. Ouais. Et c'est top d'avoir cette articulation parentalité, sortie pédagogique. Puis le côté ritualisé, c'est devenu un peu la marque de l'école. Et il le fait chaque année avec des subventions qui baissent et des coûts qui augmentent. Et il y arrive quand même systématiquement. Donc c'est une super dynamique de l'école. Ouais, et puis c'est voir aussi cette fidélisation des porteurs de projets qui est bien aussi. Oui, aussi. Mais d'ailleurs, ce directeur d'école a largement contribué au podcast qu'on a réalisé et aux guides qui sont sur la plateforme. Et peut-être un autre exemple qui m'a marqué, que j'imaginais pas, c'est la mise en place de distributeurs de serviettes hygiéniques dans des collèges pour lutter contre la précarité menstruelle. C'est une CPE qui s'est rendu compte qu'en fait, l'établissement donnait une 40aine de serviettes par semaine avec les infirmières à des filles qui en demandaient et qui avaient un véritable besoin derrière ça. Et bon, c'est tout dans les objectifs de promotion de la santé, d'égalité filles-garçons, de développement durable, etc. Et c'était assez marquant. Ouais, c'est un beau projet nécessaire. Et il y en a plein des beaux projets. Les profs, ils ont beaucoup une d'idées. liberté pédagogique et beaucoup d'idées, beaucoup de volonté à créer pour leurs élèves. Très bien. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage sur la trousse à projet et sur les solutions de financement participatif. Donc, effectivement, vous l'avez mentionné, et il y a un podcast qui revient sur les étapes clés d'une collecte, de nombreux guides pratiques également sur votre site pour aider les porteurs de projets. Donc, je vous encourage tous à aller sur ce site de la trousse à projet. C'est un outil concret, accessible et qui permet de mobiliser une communauté autour de projets éducatifs et de leur donner vie. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et si vous avez un projet de voyage scolaire, cela reste une piste à explorer. Alors professeur, si vous cherchez un organisateur de voyage scolaire, rendez-vous sur notre site www.unocel.org et vous pouvez également retrouver ces conseils pratiques sur la trousse à projet dans notre mag de l'Unocel, édition 2026. On a une petite interview de Julie également à l'intérieur. Merci Julie, merci à toutes et tous pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'Unocel. À très vite. Vous avez écouté le podcast de l'Unocel, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.